Ok, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Romain Guy, donc je travaille dans l'équipe Android à Mountain View. Ça fait 5 ans que je suis sur Android. J'ai travaillé sur tout un tas de choses. Je bosse principalement sur le UI Toolkit, l'application framework. J'ai bossé sur le SDK. Le français c'est difficile aussi, je vais être comme Ludo, donc pardonnez-moi si je me mélange les pinceaux. Et puis sur l'application de launcher. Et récemment, ces 2 dernières années, honte à moi, depuis 2 ans je fais du C++. C'est horrible, j'y comprends rien, les outils sont affreux, j'aimerais bien revenir à Java. Mais j'ai bossé donc, sur l'accélération matérielle pour l'interface graphique d'Android. Aujourd'hui, donc, je voulais vous parler de tout un tas d'outils qui font partie du SDK, qui sont sur les téléphones, qui ne sont pas des outils secrets, mais qui sont assez méconnus de la plupart de nos développeurs. Et en fait, cette présentation est une présentation que j'ai donnée en interne à Google aux développeurs de l'équipe Android. Donc c'est vous dire à quel point ces outils peuvent être parfois méconnus, même nos développeurs en interne ne les connaissent pas, à mon grand chagrin. Et j'ai malheureusement dû aussi retirer quelques slides qui parlaient de choses qui ne sont pas encore disponibles. Mais je vous ferai une preview d'un outil qui sortira bientôt, qui ne sera pas forcément utile à beaucoup de monde malheureusement, mais il est super bien. Donc, je vous le présente. Enfin, moi il m'intéresse, donc si vous embête, vous pouvez sortir et aller manger de la pizza. Alors, on va commencer par les outils les plus ennuyeux, donc la commande en ligne. 2 outils très simples. Donc le premier, combien d'entre vous connaissent ADB Bug Report? Oula, c'est pas beaucoup. Alors ADB Bug Report, c'est super, c'est notre outil de debugging principal. Quand vous lancez cette commande, ça va vous générer un énorme log de plusieurs mégaoctets de données. Ça va vous donner l'état complet du système, de tous les services qui tournent. Vous allez voir l'état du Window Manager, vous allez voir l'état du système de rendu graphique, vous allez voir l'état du noyau Linux. Et vous aurez également les logs du système et les logs du framework. Donc si vous avez des utilisateurs ou même des développeurs en interne qui ont des problèmes, des crashs, des choses comme ça, demandez-leur de faire des ADB Bug Reports. Ça leur générera un gros fichier qui vous envoie et généralement vous trouverez plein d'informations super utiles dedans. Je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a dans un bug report parce qu'on pourrait y passer toute la nuit, donc bon courage. L'outil suivant, ça s'appelle DOM6. Donc DOM6 c'est un outil qui est en fait sur le téléphone lui-même ou sur la tablette. Et vous y accédez en tapant la commande ADB shell DOM6. En fait, DOM6 c'est simplement un moyen de loguer en fait le contenu d'un des services du système. Donc quand vous faites un ADB bug report, en fait, il va faire tout un tas de DOM6 pour vous. Il y en a 2 en particulier qui sont très intéressants. Donc le ADB shell DOM6 main info que vous faites suivre par le nom de votre process. Et ça va vous donner des informations quant à l'utilisation mémoire de votre application. Donc si vous avez des soucis d'auto-memory exception, de choses comme ça, enfin auto-memory error même, faites des DOM6 même info de temps en temps, ça vous permet de savoir si vous avez des fuites de mémoire et de voir comment vous utilisez la mémoire. Donc je vais vous montrer rapidement quelles informations vous pouvez voir. Donc ça c'est le début d'un DOM6. Si vous faites un DOM6 pour votre process, vous verrez quelque chose comme ça. Alors vous allez vous concentrer sur la première colonne, celle qui s'appelle PSS. Le reste, je ne me souviens plus trop ce que ça veut dire, donc vous en occupez pas vraiment. Je suis censé le savoir, mais ça ne sert à rien, donc ça ne vous servira sûrement pas à grand chose. Donc l'information la plus importante en bas ici, la quantité de mémoire totale que vous utilisez. Donc c'est vraiment la quantité de mémoire totale, c'est-à-dire d'Albic plus la mémoire native. Donc ici j'ai pris une petite application d'exemple, on utilise 26 mégas de RAM et qui se découpe en différentes parties. Donc on a environ 3 mégas utilisés par les allocations natives. Donc si vous n'écrivez pas du code GNI, si vous n'écrivez pas comme moi, et vous êtes chanceux du code C ou C++, généralement les allocations natives seront relativement basses et seront toutes réalisées par le framework pour vous, par des API que vous utilisez. Donc il y a peu de chances que vous ayez à vous soucier de cette partie-là du log. Dalvik vous montre combien de mémoire vous utilisez vraiment dans le heap Dalvik. Et c'est généralement là que vous verrez la plus haute utilisation mémoire. L'autre partie intéressante à partir d'Android 3.0, c'est ce qu'on appelle le Other Dev, qui est ici à 12 mégas. 12 mégaoctets, c'est ici que vous verrez les allocations créées par le pilote graphique. Donc si vous utilisez l'accélération matérielle dans votre application, donc toutes les textures, les objets 3D utilisés par le système vont être alloués dans cette partie-là. Donc si vous utilisez l'accélération matérielle et que vous voulez vous assurer que vous n'empêchez pas le reste du système de fonctionner correctement, vous pouvez jeter un coup d'œil à ça de temps en temps et vous assurer que ça ne montera pas trop.
Le genre de valeurs que vous voyez là, ce sont des valeurs relativement normales. Je crois que j'ai simplement utilisé quelque chose comme les API demos. C'est des valeurs qui ont l'air assez élevées, mais c'est tout à fait normal. Et ces valeurs sont en fait, pour certaines, sont en fait un tout petit peu plus élevées qu'elles ne le sont en réalité à cause du process partagé cognitif qui s'appelle le zygote. Donc combien d'entre vous connaissent le zygote? Qu'est-ce que ça fait? Pas assez de gens. Donc le zygote est une grosse optimisation d'Android. Lorsqu'on démarre le device, on crée un process qui s'appelle le zygote. Et en fait, chaque fois qu'on lance une application, on fait un fork Unix du process zygote. Et on peut partager toute la mémoire qui a été allouée par le zygote dans ces process. Donc ce qu'on met dans le zygote, c'est toutes les classes Java du framework sont chargées par le zygote. Tous les bitmaps, donc tous les boutons, les listes, les icônes, les choses comme ça, on les charge dans le zygote lorsque le téléphone démarre. Donc si on démarre 10 applications, elles vont toutes partager cette mémoire-là. Ça nous permet d'instancier tous les bitmaps du système une seule fois. Donc on économise énormément de RAM comme ça. En revanche, pour nous assurer que vous ne faites pas n'importe quoi, on vous fait croire qu'une partie de cette RAM est utilisée par vous directement. Donc par exemple ici, vous pouvez voir dans le shared dirty, il y a 15 mégas dans le Talvix. Ça, c'est probablement tous les bitmaps utilisés par le framework. Donc la seconde partie du même info vous permet de vous assurer que vous n'avez pas de fuite mémoire au niveau de l'interface utilisateur. C'est très facile avec la classe context de faire des fuites mémoire dans lesquelles vous perdez des activities ou simplement des viewroutes. Les viewroutes correspondent aux Windows. Donc une activity a toujours une viewroute, mais si vous avez des pop-up windows par exemple avec un menu ne créera pas une activité mais créera une viewroute. Donc vous pouvez simplement regarder la première ligne tout en haut, et si vous voyez que le nombre de vues ou que le nombre de viewroutes continue d'augmenter chaque fois que vous faites une rotation de l'écran ou lorsque vous pensez avoir quitté une activité, vous avez probablement une fuite mémoire, et il sera temps d'utiliser d'autres outils dont je vais parler un peu plus tard. Et pour les gens qui font des choses bizarres comme du SSL ou des binders, du SQL, il y a tout un tas d'informations, je ne sais pas trop à quoi ça sert ce truc. Je vous laisserai vous en occuper. La deuxième commande pour DOM6, c'est la commande gfxinfo qui va vous donner accès à plus de détails quant à l'utilisation mémoire du système de rendu. Donc généralement, vous n'aurez pas trop à vous soucier de ça. Si votre application utilise beaucoup de graphiques, donc beaucoup de bitmaps, si vous faites beaucoup de code custom, par exemple si vous implémentez des fonctions de dessin dans les vues, ça peut être intéressant quand l'accélération matérielle est activée de jeter un œil à ça. Ça vous donne une idée quant à l'utilisation des différents caches du système. Donc par exemple ici, c'est pareil une appli de démo. Donc on utilise à peu près moins de 2 mégas de mémoire dans le GPU. Donc si vous faites un visionnaire de photos ou je sais pas une application qui va afficher beaucoup d'images ou même qui affiche une map view, ça peut être intéressant de regarder ce qui se passe dans le texture cache. Pour vous assurer que vous ne l'utilisez pas complètement. Si vous utilisez le texture cache complètement tout le temps, on va avoir beaucoup de churn. On va être obligé de supprimer des textures du cache sans arrêt pour les recréer dans le cache, et ça ralentira sûrement votre application. Donc vous risquez d'avoir des problèmes de performance si vous êtes dans ce cas-là. Le reste des caches, vous pouvez faire pareil. Si vous faites du code ou si vous savez que vous dessinez beaucoup de, je sais pas, de rectangles ou de cercles, vous pouvez jeter un œil aux autres caches. Mais généralement, vous pouvez vous soucier seulement du texture cache. Il y a tout un tas d'autres DOM6 que vous pouvez faire. Un qui est particulièrement intéressant, c'est le DOM6 Surface Flinger. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on a une grosse optimisation à partir d'Android 3.0. En gros, si vous avez 4 fenêtres ou moins à l'écran, ça va beaucoup plus vite que si vous avez plus de 4 fenêtres à l'écran. Et 4 fenêtres, c'est-à-dire vous devez prendre en compte, par exemple, sur les tablettes, on a une barre en bas avec les boutons, home, back, etc. Donc ça, c'est une fenêtre. Sur un téléphone, vous avez la barre de statut en haut avec la réception Wi-Fi, notification, ça, c'est une fenêtre. Et ensuite, vous avez la fenêtre de votre application au milieu. Donc en utilisant la DB Shell DOM6 Surface Flinger, vous pouvez voir combien il y a de fenêtres en cours à l'écran. Mais bon, ça, on sera rentré un peu trop dans les détails, c'est pas le but de cette présentation. Donc on commence généralement par utiliser ces outils en interne dans l'équipe pour vérifier que les applications n'ont pas de problème de mémoire, et si on voit qu'une application utilise beaucoup trop de mémoire ou qu'elle a l'air d'avoir une fuite, on utilise ensuite ces outils suivants
pour régler le problème complètement. Donc les deux outils principaux que l'on utilise sont DDMS, qui fait aussi partie du plugin Eclipse ADT. Donc nous, on ne peut pas utiliser le plugin Eclipse malheureusement pour travailler sur la plateforme, donc on utilise généralement la version standalone DDMS. Et un outil qui s'appelle HAT, qui existe aussi sous une autre forme, qui est beaucoup plus facile à utiliser, qui s'appelle MAT. Donc c'est le Memory Analysis Tool, c'est un plugin pour Eclipse. Je vous recommande vivement d'utiliser MAT. Je vais vous montrer HAT et vous comprendrez pourquoi je vous recommande d'utiliser l'autre. Alors, j'ai écrit une petite démo sur mon téléphone. Je ne vais pas vous montrer vraiment ce que fait l'application. Voilà. Attention. Voilà. Donc j'ai une application qui télécharge des images depuis Flickr. Bon, ça c'est pas très intéressant. Je vais faire une rotation de l'écran, une deuxième rotation de l'écran. Et si on regarde les DOM6, voilà, donc si on regarde le DOM6, on voit que j'ai 157 vues et 2 vues routes, ce qui n'est pas normal puisque je n'ai qu'une seule fenêtre à l'écran, donc j'ai provoqué une fuite mémoire, et je l'ai fait exprès. J'ai d'ailleurs eu du mal à le faire parce que la technique que j'utilisais avant, je l'ai fixée dans LCS, donc je vais trouver un autre moyen de faire une fuite mémoire. Alors, pour voir ce qui se passe, on va utiliser DDMS. Tools, DDMS. En fait, on va le faire dans Eclipse. Je n'utilise jamais le plugin Eclipse, donc pardonnez-moi si j'ai un peu de mal à trouver les boutons. Mais ce sera plus facile pour vous de voir comment ça marche vraiment. Je vais basculer dans la vue DDMS. Voilà, donc vous pouvez ouvrir une perspective qui s'appelle DDMS dans Eclipse. Dans cette perspective, vous devez choisir votre process dans la liste de gauche. Donc là, j'ai mon petit process qui s'appelle Big ici. Et il y a ce bouton, nos icônes sont absolument horribles. J'ai cette espèce de verre de Mentalo avec une flèche rouge à côté. Donc vous cliquez dessus, ça va récupérer en fait l'état du heap de Dalvik avec tous les objets qui sont actuellement en mémoire. Alors on va sauvegarder ça sur le desktop. Dans la deuxième étape, soit vous avez Math installé, à ce moment-là, le fichier va s'ouvrir directement dans Math dans Eclipse, ou alors si comme moi vous n'avez pas Math, vous devez convertir le fichier dans un format que HAT peut comprendre. Donc on va dire. Donc l'outil en commande en ligne s'appelle, vous ne pouvez pas voir, hprov-conv. Vous lui indiquez le fichier à convertir. Vous lui donnez le nom du nouveau fichier. Super, je tape le nom. Voilà. Et ensuite, on va lancer l'outil qui s'appelle donc JHAT, qui fait partie du JDK, donc qui est disponible sur tout ordinateur qui a le SDK Java installé. Vous lui donnez simplement le fichier qu'on vient de convertir. Et ce que va faire JHAT, c'est tout d'abord balancer tout un tas d'erreurs qu'on peut ignorer. Et ça ouvre un serveur web local sur le port 7000. Et voilà, ça ressemble à ça. Donc maintenant, ce qui est super drôle, c'est qu'en partant de ça, on doit trouver la fuite mémoire. Donc généralement, ce qui est le plus simple à faire, c'est de cliquer en bas, vous avez deux liens, donc vous pouvez afficher le nombre d'instances pour toutes les classes, soit en incluant les classes de la plateforme, c'est-à-dire tous les packages Android qui ont quelque chose, soit en excluant les classes de la plateforme. Donc ici, on va commencer en excluant les classes de la plateforme. Qu'est-ce qu'on voit? On voit rien d'intéressant. Donc là, je vois aucun nombre d'instances qui a l'air anormal, à part ici, ce truc-là, les layouts param. Donc j'ai un layout custom dans mon application. Donc je vois 72 layouts param, ce qui est plus élevé que le nombre de vues que j'ai normalement à l'écran. Donc on dirait que j'ai une fuite avec les vues. Donc on va les regarder avec la plateforme. On va la regarder. Par exemple, je sais que j'ai beaucoup d'image views dans mon application. Donc on va chercher des image views.
et voir si ce serait pas ça. Voilà, donc j'ai 92 instances de la classe ImageView. Et donc pour comprendre la fuite, on va cliquer sur le nombre d'instances. Voilà, donc ça c'est toutes les instances d'ImageView, c'est super pratique. Généralement, quand il y a des fuites mémoire, c'est que ce sont les vieux objets qui ont fui. Les vieux objets sont en haut, donc on en prend un au hasard. On descend tout en bas. Et là, on a un lien qui permet d'afficher les références, les chaînes de référence. Ouais, vous pouvez mal le voir au fond, mais on a deux liens ici pour afficher les chaînes de référence depuis la racine du garbage collector. Donc on va cliquer un de ces deux liens, qui ne m'affiche rien, donc ça ne marche pas. On va choisir une autre view. C'est super drôle quand on fait ça pendant des heures à la fin d'une release d'Android. Voilà, donc ça c'est mieux. Donc voilà la cause de notre fuite mémoire. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'on part de l'ImageView. L'ImageView est gardé en référence par une action bar. Donc on remonte. On a une activité qui a une référence dans l'action bar, ce qui est normal. Et on voit que l'activité, donc pourquoi est-ce que l'activité fuit? C'est parce que j'ai une classe dans mon application, donc une classe métier qui s'appelle loaded photo, qui a un champ qui s'appelle $0. C'est parce que j'ai créé une classe interne quelque part dans mon application qui n'est pas statique. Et donc en Java, quand on crée une classe interne qui n'est pas statique, il y a automatiquement une référence à l'instance de la classe englobante. Et comme j'ai stocké une instance de cette classe interne dans un champ statique, la première fois que j'ai initialisé un de ces objets, j'ai conservé une référence vers ma première activité dans mon application. Voilà, donc c'est ce genre de choses que permet de faire Hat. Si vous n'avez pas tout compris, ne vous en faites pas, il suffit de passer des heures à scruter ces trucs, vous comprendrez. Ou alors vous utilisez Math. Math est beaucoup plus facile, puisqu'il a des détecteurs automatiques, en fait, qui marchent très mal d'ailleurs. Mais si vous voulez plus d'informations sur Math, Patrick Dubreuil avait donné une excellente présentation à Google I.O. En 2011. Donc là, il y a le lien, vous trouvez la session sur YouTube si vous cherchez Google I.O. Memory Management pour Android. Et il explique Math en détail en vous montrant tous les boutons à cliquer dans l'interface. Donc ne faites pas comme beaucoup de gens sur les mailing lists ou sur Stack Overflow et débarquer en disant hey, j'ai une out of memory, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous répondre, laissez-moi de mémoire, et vous allez être fâché parce que c'est une réponse nulle, mais c'est tout ce qu'on peut vous répondre. Si vous avez des problèmes de gestion de mémoire, assurez-vous d'avoir utilisé ces outils pour vérifier que vous ne gardez pas trop d'objets en mémoire. Vous pouvez également traquer tout un tas d'autres choses dans DDMS. Alors par contre, je vais devoir lancer la version en dehors d'Eclipse. La version d'Eclipse ne gère pas encore cette partie-là. Donc, je vais lancer des DMS depuis le SDK. Donc, des DMS dans le SDK ressemblent beaucoup à la version que vous avez dans Eclipse. L'interface est un tout petit peu différente. Il y a quelques onglets en plus. Notamment tout à droite, il y a quelque chose qui s'appelle l'Event Log. L'Event Log, en fait, est un log spécial binaire qui est conçu pour pouvoir loguer beaucoup d'informations sur de très très longues périodes, contrairement au log classique en mode texte qui arrive à stocker à peu près 1 seconde et demie d'infos. Et l'Event Log vous permet de faire des choses très intéressantes. Donc, par exemple, ici, je vais sélectionner mon device. On va créer un nouveau graphe. Voilà, donc un petit graphe. Et quand vous faites New, ici, vous pouvez choisir les séries d'événements à afficher. Et vous verrez tout un tas de choses. Donc, vous pouvez afficher l'état de l'écran, le niveau de la batterie, l'usage du CPU, ce genre de choses. Et je vais vous montrer, par exemple, un que j'aime bien, c'est voilà, l'Activity Launch Time. Donc, si j'active l'Activity Launch Time, je vais pouvoir voir sur un graphe le temps que met chaque activité dans le système à se lancer. Donc, par exemple, sur mon téléphone, là, je vais retourner sur l'écran d'accueil, je vais lancer l'application Contact, et voilà, vous voyez automatiquement le temps qu'a pris l'application Contact à se lancer, donc à peu près 1 seconde. Si je retourne à l'écran d'accueil, je vais lancer le navigateur. Voilà, lui, il a mis un tout petit peu plus d'1 seconde, et on peut continuer comme ça. Je vais lancer l'application caméra. Voilà, elle a pris 1 seconde et demie. Donc ce type de graphe est très très pratique quand vous faites du développement, puisque vous voyez qu'il s'update en temps réel. C'est extrêmement efficace et ça vous permet d'avoir des informations très intéressantes sur l'état du système ou ce que fait votre application. Alors je crois, mais je ne suis pas sûr, on a peut-être une API qui vous permet d'ajouter vos propres logs là-dedans. En tout cas, il y en a une en interne dans la plateforme.
si jamais vous bidouillez avec le code source. Oui. De quelle version du device? Quelle version du device? Là, moi j'utilise c'est ICS, donc Android 4.0 sur ce device-là, mais ce que je vous montre, ça marche depuis 1.0. Je préciserai quand ce sont des nouveaux outils qui requièrent des versions spécifiques de la plateforme. Alors ensuite, pour analyser les performances, donc on a deux outils principaux. L'analyse du framerate, ça c'est quand vous faites des animations ou du code custom et que vous faites, je sais pas, vous assurez que le définition d'une liste est suffisamment rapide. Donc je vais vous montrer un petit bout de code que vous pouvez utiliser dans votre application. Et sinon, on a un outil qui s'appelle TraceView. En interne, malheureusement, on a pas mal d'outils en interne qu'on peut activer. Il faut recompiler la plateforme pour avoir accès à ces informations, donc c'est pas très pratique pour vous de devoir recompiler Android, surtout si vous le faites sur votre téléphone perso. Et on a essayé, pour la version J d'Android, on a essayé de donner accès plus facilement à ces outils de debugging, mais c'est encore pas là, c'est-à-dire qu'il vous faut des appareils qui sont en mode développement. Vous ne pouvez pas le faire sur un appareil que vous avez acheté en magasin. Mais à terme, j'aimerais beaucoup que vous puissiez, depuis DDMS, vous appuyez sur un bouton et ça activera différentes modes debug dans la plateforme pour que vous n'ayez pas à faire ce genre de choses. Donc si vous écrivez du code de dessin custom, vous pouvez tout simplement compter le nombre de frames qui sont dessinés dans votre application par seconde. Donc vous embêtez pas à réécrire ce code, on vous donnera les slides, mais c'est pour vous donner une idée de comment on fait, même nous en interne. Donc on a quelque chose dans le UI Toolkit qui s'appelle le View Tree Observer. Vous y avez accès depuis la classe View. Et le View Tree Observer vous permet d'appliquer des listeners qui vous donnent accès à plein d'informations à propos de la hiérarchie de view à l'écran. Donc l'un de ces listeners notamment est ce qu'on appelle le pre-draw listener. Donc ce listener va être invoqué à chaque fois qu'on va commencer à dessiner une trame à l'écran. Donc c'est super puisque en installant ce listener, chaque fois qu'une trame va commencer à être dessinée, vous pouvez faire quelque chose. Donc par exemple compter le nombre de trames et compter le temps qu'elles mettent. Donc ensuite vous invoquez cette fonction track FPS, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais copier-coller ce code dans votre application, et vous verrez dans les logs, ça vous dira à quelle vitesse va votre dessin. Donc vous embêtez pas, on vous donnera les slides. Oui, alors ça sert à rien pour vous, puisqu'il faut simplement recompiler. Voilà, donc si vous aimez recompiler la plateforme, vous cherchez un fichier qui s'appelle viewrootsimple.java, vous cherchez la valeur qui s'appelle debug FPS, vous la mettez à vrai, et vous recompilez le système. TraceView, combien d'entre vous ont utilisé TraceView déjà? C'est pas assez. Alors TraceView est un outil qui est disponible dans DDMS et dans Eclipse, puisque je suis déjà dans DDMS, je vais vous montrer comment ça marche dans DDMS. Ça vous permet simplement d'analyser les performances d'une application. Donc là, je vais regarder le launcher. Donc je suis simplement dans le home screen et on va regarder les performances du scroll qu'on voit quand je passe entre les deux pages d'application. Donc pour faire ça, vous sélectionnez votre application dans la liste. Alors, où est-ce qu'elle est? Launcher. Dites-moi si vous voyez Launcher. Ici une deuxième. Vous cliquez ce petit bouton là, on dirait des spermatozoïdes avec un petit cercle rouge. J'ai jamais compris ce que c'était. Donc vous cliquez une fois dessus, ensuite vous faites d'autres actions. Donc là j'ai simplement fait un défilement entre deux écrans. Vous cliquez une deuxième fois pour arrêter le tracing. Et cela va automatiquement ouvrir une nouvelle application qui s'appelle TraceView. Voilà. Et TraceView va vous indiquer combien de temps a pris chaque méthode durant l'action que vous avez entreprise. Donc ici là-haut vous pouvez zoomer sur ce qui se passait. Donc si on regarde la fonction draw de ViewRoot, on voit qu'on a mis à la fin le real-time per call. Vous ne voyez pas au fond, mais on a mis 14 millisecondes pour dessiner chaque trame en moyenne. Donc si jamais votre application souffre de problèmes de performance, vous pouvez simplement lancer TraceView. Et ensuite, par exemple, dans la méthode draw, on voit qu'on a passé 98% du temps dans la fonction qui s'appelle glRender.draw. Donc en fait, c'est pas mal. Quand on dessine, on passe la plupart du temps à dessiner. Riez pas, hein, j'ai eu beaucoup d'applications où je ne sais pas ce qui se passe. Donc vous pouvez facilement identifier les goulots d'étranglement dans votre application. Et chaque fois que vous cliquez sur une méthode, ici dans la liste, vous pouvez voir qu'elle s'affiche également dans la timeline. Donc vous pouvez voir chaque fois que la méthode est invoquée, vous pouvez la voir dans la timeline, et vous pouvez rapidement voir si elle prend beaucoup de temps ou pas. Ce qui est très intéressant dans la timeline aussi, ce sont ces trous. En fait, chaque fois que vous voyez un trou blanc comme ça,
c'est tout simplement que le thread était en pause. Donc dans ce cas particulier, on est dans la méthode, donc là il y a une grosse pause, dans la méthode qui s'appelle IGL swap buffer. Ça c'est quand on demande au GPU de faire le rendu de l'écran, et donc on attend simplement que le GPU est fini. Donc on a récemment identifié dans la prochaine version d'Android, on bossait beaucoup sur l'optimisation de nos applications, et on observait des pauses à des endroits où il ne devrait pas y avoir de pause. Celle-là est parfaitement normale, on sait qu'on attend une ressource matérielle, mais ça vous permet d'identifier très rapidement s'il y a des... Par exemple, si vous faites des locks dans le thread de la UI, vous ne devriez pas, si vous faites des accès de disque, ils apparaîtront sous forme de troubles dans la timeline. Une autre technique qu'on utilise pas mal, deux d'entre nous surtout dans l'équipe utilisent cette technique pour améliorer les performances du système. Donc on a tous ces outils logiciels et parfois on s'aide de matériel. Donc c'est du matériel un peu spécial. Donc on utilise par exemple une carte de capture HDMI. Donc ce téléphone, le Galaxy Nexus ou la plupart des tablettes Android maintenant ont une sortie HDMI. Donc c'est une petite carte que vous mettez dans votre ordinateur. Vous pouvez acheter des cartes en version USB, vous branchez le téléphone ou la tablette à la carte et vous pouvez enregistrer ce qui se passe sur le téléphone à 60 images par seconde. Donc c'est super parce que quand on débug des animations, par exemple, c'est très souvent que quelqu'un arrive dans mon bureau, me tend un téléphone et dit « regarde, pendant qu'il y a cette animation, là, pendant une trame, il y a un truc bizarre qui se passe. » Alors comme j'ai un peu de mal à voir à 60 frames par seconde et comprendre exactement ce qui se passe, on utilise ce genre de choses. Ça coûte pas très cher. On utilise par exemple la Blackmagic Intensity Pro, ça coûte à peu près $150. Donc si vous faites beaucoup de graphisme dans votre application, ça peut être un investissement intéressant. Par contre, il vous faut un ordinateur très très rapide, parce que 60 fps quand vous êtes sur un device qui est en 720p, vous obtenez facilement 1 giga de données sur le disque au bout de quelques secondes. Pour vous donner une idée, nous on utilise un Mac Pro 16 core avec un disque SSD 26 Go de RAM pour pouvoir. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça, mais ça aide. Bon, ça ressemble à ça. C'est la carte de capture qu'on utilise. C'est juste amusant à voir. Vous pouvez aussi utiliser des caméras vidéo high speed, quoi, des versions rapides. Donc généralement, ce sont des caméras qui vous permettent d'enregistrer des vidéos de 60 à 1200 frames par seconde. Alors, il y en a certaines qui sont pas chères, par exemple celle qu'on utilise, la Casio EX F1, vous pouvez enregistrer à 300 fps. Le désavantage, c'est que la résolution est très faible, donc c'est parfois difficile de voir ce qui se passe, parce que vous devez filmer manuellement votre téléphone. Donc il faut la mettre sur un trépied, il faut mettre plein de lumière autour et tout pour bien voir ce qui se passe. Mais ça vaut pas très cher. Sinon, si vous avez les moyens, je vous conseille la Red Epic. Vous pouvez faire 300 fps à 2K. Bon, ça vaut $80 000. Voilà. Si vous avez une start-up et que vous avez vous êtes bien fondé. Bon, oui, c'est ça. C'est l'argent que tu veux. Alors, l'avantage de ça, c'est que ça marche sur avec n'importe quel Apple téléphone. Je vous recommande celle-là. Oui, c'est pas très bien. Tu te rends compte? Tu payes de développeur. Et voilà, donc ça ressemble à ça. C'est le développement. Le setup de dev typique d'un ingénieur sur le UI Toolkit. On a une caméra high speed, un téléphone et puis un ordinateur. Et pour vous donner une idée d'après ce que vous obtenez, j'ai deux vidéos. Donc on va commencer par. On va commencer. Ce type de matos. Ouais, on va commencer par ça. Le mec, il débug des trucs graphiques. C'est ça encore. Donc ça, c'est qu'on utilise la carte de capture HDMI. Donc on obtient une capture parfaite, pixel par pixel, à 60 fps. Donc ça, c'est très très utile quand vous débugez nos animations, parce que vous pouvez mettre en pause et vous pouvez y aller frame par frame pour voir exactement ce qui se passe. Sinon, avec la high-speed camera, alors la high-speed camera a d'autres avantages. La high-speed camera vous permet notamment de débugger des problèmes de latence. Donc, par exemple, lorsque vous touchez l'écran et que vous faites défiler quelque chose, si ce qui se passe à l'écran n'a pas l'air de suivre votre doigt, vous pouvez utiliser la high-speed camera pour mesurer le temps de latence entre ce que fait votre doigt et ce que fait le système. Et alors ça ressemble à ça, c'est moins joli, c'est un peu plus difficile à utiliser, et voilà, donc le doigt va super lentement parce que c'était à 300 frames par seconde. Et après, il faut bien se souvenir que comme on est à 300 frames par seconde, il faut mettre en pause. Avancer de 5 frames, ça correspond à 1 frame sur le device. Enfin, c'est un peu compliqué, mais on s'y fait aussi. Voilà.
Ça ressemble à ça. Hierarchy Viewer, un de mes outils préférés. Combien d'entre vous utilisent Hierarchy Viewer? Ah, c'est déjà bon. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, je vais faire une démo rapide. Alors, Hierarchy Viewer est disponible dans DDMS et en version standalone. Je vais vous montrer la version dans Eclipse. Donc, Hierarchy Viewer vous permet de débugger facilement l'interface utilisateur. Ça va capturer en fait un snapshot de votre interface et vous montrer l'arbre complet de vues que vous avez avec toutes les propriétés des vues. Par exemple, si vous avez des problèmes de layout parameters, si un composant n'a pas la bonne taille ou n'est pas au bon endroit, généralement c'est Hierarchy Viewer qui va vous permettre de débugger ça. Je vous le recommande vivement, je l'avais écrit parce que j'en avais marre de débugger ça à coup de système.println. Donc, quand vous allez dans la perspective Hierarchy Viewer, vous voyez la liste de toutes les fenêtres ouvertes dans le système. Et vous pouvez choisir la fenêtre qui vous intéresse. Donc ici, on va prendre la petite application qui télécharge des photos. On va charger la liste de composants graphiques. Voilà. Donc là, j'ai un arbre qui représente exactement l'arbre en mémoire de la UI. Donc par exemple, ici, j'ai quelque chose qui s'appelle un flow layout et qui contient tout un tas d'image views. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on clique par exemple ici, je peux obtenir un screenshot de cette view seulement. Donc, voilà à quoi ça ressemble sur le téléphone. Et si je vais voir une des images, je peux voir juste la représentation de cette image-là. La partie qui est très utile pour le debug, c'est ici à gauche. Vous avez différentes catégories. Donc vous pouvez par exemple voir donc cette image fait 240 pixels de large. J'ai utilisé wrap content pour sa hauteur, wrap content pour sa largeur. Vous pouvez voir ses coordonnées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez une vue en fil de fer. Voilà, vous avez une vue en fil de fer de la UI. Donc vous pouvez sélectionner une vue. Vous dites par exemple, tiens, c'est bizarre, j'ai une vue ici, elle ne devrait pas être là. Vous pouvez la sélectionner ici. Elle sera sélectionnée dans l'arbre. Vous pouvez facilement voir ce que c'est. Et puis aussi, quand vous cliquez sur les vues, vous le voyez mal parce que c'est écrit en tout petit, mais vous avez des informations de performance. Ça vous dit combien de temps le système met pour mesurer, mettre en page et dessiner cette vue et ses enfants. Donc si vous avez des problèmes de performance, vous pouvez facilement regarder dans le Hierarchy Viewer. Et si vous essayez d'optimiser votre application, vous pouvez de temps en temps aller lancer l'outil et vérifier que les valeurs vont vers le bas plutôt que vers le haut. Mais ce qui est encore plus intéressant avec Hierarchy Viewer, c'est que dans toutes ces propriétés qui sont exportées dans la UI, vous pouvez rajouter les vôtres. Donc en fait, on a une annotation dans le système qui s'appelle addViewDebug.exportedProperty. Et si vous mettez cette annotation sur un champ dans une de vos vues, ou sur une méthode, alors il faut que la méthode n'ait pas de paramètres et retourne une seule valeur, la valeur apparaîtra automatiquement dans Hierarchy Viewer. Donc si vous créez des vues custom, des layouts custom, c'est super utile pour ajouter des informations de debugging. Voilà, donc ça ressemble à ça. Alors vous pouvez faire des choses, vous pouvez faire plein de choses avec. Donc par exemple ici, ça c'est un exemple tiré du code source d'Android. C'est dans la classe view.java. On a un champ qui s'appelle nVisibility, qui peut avoir trois valeurs, visible, invisible et gone. Et si on mettait juste la notation, la valeur qu'on verrait dans Hierarchy Viewer serait 0, 1 ou 2. Alors c'est pas très utile. Donc vous pouvez faire des mappings de valeurs. Par exemple, je dis ici, si le champ a la valeur visible, je veux voir la chaîne visible dans l'outil. Vous pouvez faire plein d'autres choses avec la notation. Je vous conseille de regarder la Javadoc. Donc par exemple, un autre exemple tiré du code source d'Android, si vous dites que vous voulez résoudre les ID, on va faire un mapping inverse de cette valeur vers les ID que vous tapez dans les fichiers XML. Donc par exemple, quand vous tapez, je sais pas, vous avez un bouton que vous avez appelé sauvegarder, au lieu d'exporter la valeur en entier de l'ID de la view, ça va exporter la chaîne sauvegardée que vous avez tapée dans le fichier XML. Encore un, on s'en fiche. Le gros problème de Hierarchy Viewer, c'est que ça ne marche pas sur vos téléphones. Ça marche dans l'émulateur et ça ne marche pas pour des raisons de sécurité. Hierarchy Viewer en fait crée un serveur qui tourne dans le process, dans le système process, donc c'est le process qui a accès à tout ce qui est sur le téléphone.
Et ça vous permet de regarder des choses comme les mots de passe, les logins, les emails. Donc ce serait pas génial, c'est n'importe quelle application, vous pouvez passer par ce serveur pour aller inspecter une autre application. Donc ça ne marche que sur des types de builds spéciales. Si vous allez dans les paramètres de votre téléphone, vous verrez, et vous regardez le numéro de version de la build de votre téléphone, vous verrez, elle sera appelée user debug ou eng. Si vous avez une user debug ou eng, venez me voir, c'est pas normal. Ou dans l'émulateur. Alors j'ai une solution à ça. J'ai extrait en fait le serveur dont je viens de parler dans un projet sur GitHub. C'est sur github.com/romangui/viewserver. C'est un seul fichier Java que vous mettez dans votre application. Et ensuite, voilà. Et c'est comme ça que vous en servez. Donc par exemple ici on crée une activité et dans la méthode onCreate, vous dites simplement au view server que vous voulez ajouter la fenêtre courante. Et après dans le onDestroy, vous retirez la fenêtre que vous avez ajoutée. Donc vous rajoutez ces deux lignes de code dans votre application. Il faut que votre application soit en mode debug, donc comme ça ne marchera pas pour des raisons de sécurité quand vous déployez l'application sur le Play Store. Et ça vous permettra d'utiliser l'outil Hierarchy Viewer. Alors ce qui est dommage, c'est que du coup vous ne pouvez pas utiliser Hierarchy Viewer avec des applications existantes, parce que ce qui est super avec Hierarchy Viewer, c'est quand je me demande, tiens, ils ont fait comment, je sais pas, Instagram pour réaliser leur UI, je lance Hierarchy Viewer, puis je peux voir la UI, comment elle est faite, c'est pratique. Et ça m'aide aussi beaucoup à débugger la plateforme. Voilà, donc c'est un seul fichier, c'est sous licence Apache 2.0 comme le reste d'Android. Vous devez avoir la permission Internet pour vous en servir, donc c'est pour ça que généralement, si votre application n'a pas besoin de cette permission, pensez bien à la retirer quand vous avez fini de débugger. Votre application, encore une fois, doit être en mode débugable. On avait un outil dans le SDK avant qui s'appelait le Layout Opt. L'idée de Layout Opt est de faire de l'analyse statique de vos fichiers XML pour vous dire toutes les bêtises que vous faites. Et en gros, c'était une version automatique de moi-même. J'en ai marre de dire les mêmes choses à nos développeurs en interne. Donc j'ai écrit ce petit outil pour leur dire, voilà, au lieu d'utiliser un linear layout, une text view, une image view, c'est seulement une text view. Mais bon, il avait des problèmes. Ça a été remplacé par un outil beaucoup mieux qui s'appelle Lint, qui fait partie des dernières versions du SDK et qui fait partie du plugin Eclipse. Donc vous pouvez utiliser le Lint de plusieurs manières. Vous pouvez l'utiliser en commande en ligne. Par exemple, vous dites Lint et vous donnez le répertoire d'un projet. Il va vous sortir plein d'informations sur ce que vous faites de mal dans votre application. On l'a fait sur Street d'Android et puis ça nous a généré des centaines de mégaoctets de logs. On va essayer de les corriger. Mais alors il y a plein d'informations. Il va y avoir des choses, par exemple, comme ici. Par exemple, il y a un fichier PNG qui n'est pas utilisé par l'application, donc ça ne sert à rien, il sera dans l'APK, ça fait grossir l'application pour rien. Ici, ça va nous dire par exemple qu'on utilise des ressources avec les mauvaises qualifications. Ça va vous prévenir si vous avez des vues inutiles, des choses comme ça. Vous pouvez aussi exporter un report en HTML, donc ça c'est super pratique quand vous faites du développement en équipe. Vous pouvez avoir quelque chose qui tourne la nuit, qui toutes les nuits vous fait un beau rapport en HTML. Qui vous indique ce qui se passe de mal dans votre application. Et sinon, Lint est intégré avec l'éditeur Eclipse. Donc quand vous éditez vos fichiers XML, quand vous éditez vos fichiers Java, vous verrez des nouveaux warnings, des nouvelles erreurs qui sont reportées par Lint en fait, et que vous pouvez décider d'ignorer. Il y a des moyens de les ignorer. Mais comme ça, lorsque vous êtes en train de développer, vous apprendrez à écrire au layout correctement ou à faire les bonnes optimisations et ainsi de suite. Donc maintenant je vais vous montrer un outil qui n'est pas encore sorti, sur lequel on est encore en train de travailler, ça s'appelle l'OpenGL Monitor. C'est un outil de tracing et de profiling et de state tracking pour OpenGL. Donc c'est pas forcément utile si vous n'écrivez pas des jeux, mais maintenant que toute l'interface est accélérée avec le GPU, vous pouvez vous en servir en fait pour débugger des problèmes de rendu tout bêtement, puisque je vais vous montrer, vous pouvez voir ce que fait l'application étape par étape. Alors, on va faire une petite démo. L'OpenGL Monitor. Où est-ce que je suis ? Évidemment, ça ne marche pas si Eclipse est ouvert avec le plugin. Merci.
Donc l'interface, c'est basé sur Eclipse, hein, donc ce sera intégré au plugin Eclipse. Deux fonctionnalités très simples. Ici, vous pouvez commencer une capture. Vous indiquez le nom de l'activité que vous voulez lancer, vous indiquez où est-ce que vous voulez générer la capture. Alors on ne va pas faire ça maintenant, j'ai déjà des captures toutes prêtes. Ça peut prendre un peu de temps parfois pour réaliser les captures. Donc on va aller voir par exemple... par exemple, on va aller voir, je sais pas, le home screen. Tiens. Donc ça ressemble à ça. Donc ça vous pouvez capturer plusieurs trames de l'application. Donc si vous avez un bug dans une animation, par exemple, c'est pratique. Et donc vous pouvez voir toutes les commandes OpenGL qui sont générées par l'application. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a rajouté des informations supplémentaires. Donc vous pouvez retrouver l'arbre de la UI dans les logs ici. Donc vous pouvez voir ici qu'on est en train de dessiner une image view, par exemple. Donc c'est intéressant aussi parce que ça vous donne une bonne idée de la quantité de travail qu'on est obligé de faire quand on dessine une image view. On fait quand même pas mal de commandes OpenGL qui ont déjà été optimisées, on est obligé de faire ça à chaque trame. Donc chaque fois que vous rajoutez des vues, on fait beaucoup de boulot au niveau OpenGL et vous me rendez très triste. Donc il y a des informations de profiling. Donc, pour chaque commande, on peut voir ici le temps que la commande a pris. Si vous connaissez l'OpenGL, c'est intéressant parce que vous pouvez avoir l'état d'OpenGL, vous pouvez voir quelles textures sont disponibles, etc. Mais ce qui est vraiment utile, c'est... Où est-ce que c'est? Je crois que c'est vers la fin. Voilà. On peut capturer en fait les trames. Donc par exemple, vous pouvez voir ici que j'étais en train de naviguer sur le launcher. Et là, on peut voir les deux dernières trames de l'animation quand on atteint le bout de l'écran. Et ensuite, je ne l'ai pas dans cette trace. On va ouvrir une autre trace. Plus intéressante. Settings. Je crois que c'est dans Settings. Voilà. Donc ce que vous pouvez voir, c'est chaque ligne en bleu correspond en fait, chaque ligne en bleu va dessiner quelque chose à l'écran. Et donc à droite, vous pouvez voir l'état de l'interface graphique au fur et à mesure de chaque commande de dessin. Vous pouvez voir exactement ce que dessine l'application étape par étape. Donc si vous avez un bug de rendu, vous pouvez simplement aller reconstituer ce qu'a fait l'application étape par étape. Et donc ça, c'est un outil, je tiens un outil équivalent proposé par NVIDIA dans le passé, mais qui ne marche que sur du matériel NVIDIA. Mais pour débugger des problèmes de rendu, c'est le meilleur outil au monde. Et ça marche maintenant avec l'émulateur, puisqu'on supporte maintenant l'accélération matérielle dans l'émulateur depuis la semaine dernière. Et bien c'est tout. On a déjà fini. Donc maintenant on a du temps pour les questions. J'y vais rapidement parce qu'en fait ça. Hein? Oui, en fait c'est une question qui va parler juste de l'outil que tu as présenté juste avant. Est-ce qu'il y a les mêmes limitations sur cet outil-là que sur Hierarchy Viewer? Donc l'outil OpenGL? Oui. Non, aucune limitation, et c'était une des raisons principales pour laquelle on a créé notre propre outil, c'est que l'outil que j'utilisais de NVIDIA, il fallait juste remplacer les drivers de la carte graphique sur le device, recompiler le framework et redémarrer le device. Donc c'est dommage quand quelqu'un m'apporte par exemple son téléphone, et ils me font « Ah regarde, il y a un bug », je fais « Ouais, il y a un bug ». Je peux rien faire. Donc non, ça marchera sur n'importe quel téléphone, n'importe quel device, n'importe quelle architecture. Et donc ça pourrait être une bonne solution, puisque ça élimine l'aspect sécurité avec les problèmes de password, etc., où on avait vraiment toutes les infos sur les vues, pour avoir une hiérarchie d'une application, une hiérarchie de vues d'une application qu'on aimerait... oui, alors le problème c'est que cet outil marche vraiment au niveau du système de rendu. Donc à ce niveau-là, on a déjà perdu toutes les informations, par exemple la taille de la vue,
ces différentes propriétés. On connaît juste le nom parce que c'est quelque chose qu'on génère, qu'on garde au niveau du système de rendu, mais on n'a que ça, on n'a rien d'autre. Ok. J'aurais deux questions à propos des tests. Je sais que vous avez des équipes qui se chargent des tests. Est-ce que tu écris des tests unitaires toi-même? Et deuxième question, comment écrire un test sur plusieurs applications? Parce qu'actuellement, c'est limité seulement à un package. Alors, j'ai écrit des tests, mais maintenant que je fais du rendu, le test c'est super simple, tu écris ton code, et puis si tu casses quelque chose, de toute façon, quelqu'un viendra râler. Non, mais c'est très 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 difficile de tester du rendu, notamment du rendu sur GPU. Il n'y a vraiment aucun moyen de le faire de manière correcte. Par contre, la question sur le test à travers plusieurs applications, c'est un problème que nos équipes de QA ont. J'avais pas mal travaillé avec eux il y a à peu près un an sur ce problème-là, et on avait trouvé une solution. Alors, je ne me souviens plus quelle était la solution du tout. Ah oui, si, je sais. Ils voulaient le protocole de hierarchy viewer comme système de test unitaire. Alors, surtout ne faites pas ça. Parce que, j'ai jamais conçu ce protocole pour être utilisé de cette manière, il est super lent. Et deux, si vous le faites, je changerai le protocole juste pour péter vos trucs. Rigolez pas, on le fait de temps en temps. Quand des gens utilisent des API privées, on les prévient, puis on leur dit, on va la péter. En fait, ce qu'on fait maintenant, c'est on a une nouvelle API d'accessibilité depuis Android 3.0, donc utilisée pour les malvoyants, par exemple. Et cette API peut être utilisée et a été conçue pour permettre de faire du test cross-application. Donc cette API permet de faire des choses, par exemple, comme repérer un bouton à l'écran, cliquer sur ce bouton-là, et elle ne dépend pas ça n'interagit pas avec le code Java directement, donc ça marche vraiment quelle que soit l'application à l'écran. Ça leur permet de faire des scénarios du genre, on est dans le launcher, on lance l'email, on clique le bouton send, on s'assure que, je sais pas, il a été envoyé sur le browser. Voilà. Donc c'est ça qu'on utilise maintenant. Okay. J'ai deux questions à propos de hierarchy viewer. Ouais. La première, le temps qui est marqué à côté de la méthode draw, je voulais savoir si ça correspond vraiment à la méthode Java onDraw, ou alors ça correspond au rendu. Ça correspond à la méthode draw en fait, pas onDraw. Draw appelle onDraw, fait un peu plus de choses, et c'est le temps qu'on a mis en software. Donc même si l'application est accélérée matériellement, ce temps-là sera sûrement plus élevé puisque il fait un rendu dans un bitmap en fait. Donc c'est là où je peux rajouter des trucs, et si c'est trop long, c'est sûrement à cause des lumières que j'ai pu rajouter. Voilà. Ouais. Et deuxième question, la couleur des petits feux verts. Ah oui, alors la couleur des petits feux, il faudrait vraiment qu'on rajoute un message, parce que tout le monde pose la question. Alors les feux sont dans l'ordre Measure, Layout et Draw. Et en fait, l'idée c'est simplement de pouvoir repérer en suivant la couleur des feux l'endroit de l'arbre qui prend le plus de temps. Donc si c'est rouge, c'est que ce nœud-là est dans le chemin en fait qui est le plus lent à exécuter. Si c'est rouge, c'est juste parce que ça dépasse une certaine valeur qui est absolue. C'est un certain pourcentage du total. Alors je ne sais plus quel pourcentage, je crois que c'est 80, 50, 85. rouge, mais en fait c'est tout à fait normal. Voilà, par exemple, ce qu'on verra très souvent, c'est une LISU sera rouge, mais tous les enfants de la LISU seront verts. C'est juste puisqu'il y a beaucoup d'enfants, ça prend un peu de temps. Mais c'est pas forcément mal. Du moment que du moment qu'à la racine de l'arbre, ça prend moins de 16 millisecondes, ça va. 16 millisecondes, c'est 60 frames par seconde. Au début, vous aviez dit que vous ne pouviez pas utiliser Eclipse pour programmer sur le framework. Donc, comment se fait? Alors, on peut utiliser Eclipse, mais je ne vois pas pourquoi je le ferais. J'utilise IntelliJ. Enfin, je vais revenir là-dessus. On ne peut pas utiliser ADT. Parce qu'ADT a vraiment été conçu pour les développeurs d'applications, et le build system qu'on utilise en interne est différent de ce qui est utilisé pour les applications, donc avec Ant et Eclipse, etc. Et c'est juste pas compatible avec notre tree. Mais tous nos développeurs d'applications maintenant font ce qu'on appelle des applications qui sont unbundled, donc ils utilisent directement le SDK, donc ils utilisent ADT. Les applications internes comme le navigateur internet utilisent encore des API privées à la plateforme, donc ils ne passent pas par Eclipse. Sinon pour les IDE, donc IntelliJ pour Java, ensuite un Eclipse pour faire du C++, ensuite un deuxième Eclipse pour faire des applis de test en utilisant justement le plugin. Donc c'est bien quand on a un grand écran, plein d'IDE.
Moi j'ai une petite question sur le Hierarchy Viewer. Ouais. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour les widgets on-screen? Les appwidgets? Ouais. Oui, tout à fait. Alors, le problème, c'est que, comme je mentionnais, ça ne marche pas sur des devices Ouais, mais du commerce. sur l'émulateur. Sur l'émulateur, ça devrait marcher. Oui, tu peux t'en servir, tout à fait. Ok, donc ça marche comme une app normale, je peux voir tout mon arbre. Ouais. Et encore une fois, si tu te poses des questions, tu te dis, bah tiens, comment ils ont fait pour créer, je sais pas, l'action bar, Ouais. tu le fais dans n'importe quelle appli dans l'émulateur et puis tu verras. Super, merci. Moi j'ai une question, mais c'est plutôt sur des outils à venir. Je sais que vous travaillez beaucoup sur la partie UI. Est-ce qu'il y a un outil qui permettra de faciliter un peu plus la conception de style et peut-être éventuellement améliorer encore pour la création d'écran? Alors, mon gars du SDK bosse pas mal sur l'éditeur WYSIWYG pour les layouts. Je sais juste qu'ils sont débordés, ils ont plein de choses à faire. Donc, ils bossent dessus, dur. Mais ça ne fait pas tout pour le moment. D'ailleurs, ça me rappelle, j'ai une fonction sympa dans le Hierarchy Viewer. C'est un tout petit peu en rapport avec ce que tu viens de demander. Il y a un bouton dans la barre d'outils en haut qui permet d'exporter votre fenêtre, voilà, dans Chrome, voilà, sous forme d'un fichier Photoshop. Donc, par exemple, j'ai fait ça tout à l'heure avec ma petite application de test. Donc, si on l'ouvre dans Photoshop, alors le format que le fichier est écrit pour faire en sorte qu'il va marcher dans The Gimp et pas mal d'outils gratuits, donc c'est pas obligé d'utiliser Photoshop. Voilà, donc c'est un screenshot de l'outil tel qu'il était à l'écran. Et ce qui est super sympa, c'est que si on regarde la liste des calques Photoshop, chaque vue en fait devient un calque. Voilà, donc on peut enlever des vues. Et le nom des vues, des calques en fait correspond soit au nom de la classe, donc, par exemple les image view, ou si la vue a un ID dans le fichier XML, donc par exemple si j'ai le bouton Home, donc le calque s'appelle Home, donc c'est vachement facile de trouver vos petits. Et pour en revenir à ta question, en fait, ce qui est sympa, c'est que ça permet d'exporter l'application en entier sous forme d'un fichier Photoshop. Et l'idée après, c'est de pouvoir, par exemple, je sais pas, on n'aime pas le fond de la fenêtre ici. On peut l'enlever ou dessiner un autre fond différent ou bouger les choses pour tester rapidement, faire des prototypes rapides de la UI si on veut la changer avant de devoir écrire tout le code et de faire ah bah non en fait c'est pas bien, j'ai perdu ma jambe. D'accord. Merci. En fait, je voudrais continuer la question. Je pensais, en fait, moi il y a deux choses que j'aime pas trop dans la plateforme Android, c'est donc toute la partie base de données et ensuite les styles. Je suis un développeur un peu flemmard, et donc pour les styles, idéalement j'aimerais bien quelque chose basé sur CSS qui me permette de... Non. Non. Je préfère des web apps. Oui, bien sûr. Les CSS nous poseraient pas mal de problèmes, notamment de performance au chargement des applications. Mais bon, c'est le genre de choses, on y réfléchit régulièrement pour voir ce qu'on pourrait faire. Ouais, je suis vraiment dans une optique outil en fait, donc partir d'un CSS pour générer ensuite le style XML. Ouais, ce qui risque d'être un peu difficile parfois, c'est de. J'ai vu d'autres toolkits qui essaient d'utiliser CSS pour faire la gestion des styles. Alors il y a toujours ce problème de soit on map la vraie spec CSS au toolkit graphique, et le mapping est un peu. Il ne marche pas vraiment parce qu'on n'a pas forcément les mêmes fonctionnalités. Ou là on se met le CSS avec que des règles CSS propriétaires avec des tirets, je sais pas, tirets Android, tirets machin. Et à ce moment-là, bon, on réinvente un peu. Mais non, je sais pas, on y réfléchit de temps en temps, on verra ce qu'on peut faire. Mais bon, il n'y a rien de plus pour le moment avec CSS. Et l'autre, ah oui, la base de données, le problème c'est que tu utilises une base de données, donc. Ouais, mais l'API, je sais pas. Les curseurs? Je sais pas, moi les bases de données c'est ce truc, on met des données dedans et puis j'ai toujours du mal à les sortir et c'est jamais les bonnes données que je ressors, donc je suis pas un spécialiste. Merci. Question, c'est pareil, c'est pas trop sur les performances, plus sur l'aspect outil pour l'industrialisation.
Aujourd'hui, on a un framework, on développe plein d'applis pour nos clients, on utilise le plugin Maven, mais voilà, à chaque mise à jour d'Android, on a des petits soucis de compatibilité, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un vrai souci chez Google de travailler sur cet aspect-là, sur l'industrialisation et les outils pour faciliter l'intégration continue, etc. C'est une bonne question. Alors, si vous avez des problèmes dans ce genre-là, il faut absolument nous les reporter. L'équipe du SDK travaille entièrement dans l'open, donc tout leur check-in, etc., tout est dans un arbre open source, donc vous pouvez les voir au jour le jour. Et donc leur bug tracker est le fameux bug tracker b.android.com qu'on ignore. Moi, je le regarde tous les jours. Mais personne ne rapporte des bugs sur le graphisme. Non, je déconne. Donc, dis-leur ce qui manque, dis-leur ce qui marche pas, dis-leur ce qui est cassé, parce qu'ils sont assez réactifs généralement. Et c'est vrai que le problème, c'est que nous, en interne, les équipes, donc le core Android, on utilise notre système de build, de déploiement et tout, est tellement différent de ce qui va être utilisé à l'extérieur qu'on n'a pas vraiment ce problème-là, on n'a pas la même expérience. Il faut bien en parler à notre équipe du SDK. Ouais, je vais être un peu méchant, mais pour avoir créé plusieurs tickets pour déjà maintenant 2-3 ans, et il y a vraiment des petits trucs où on voit que ça avance pas. Alors, voilà, non, je comprends tout à fait, c'est frustrant, etc. J'avoue que j'aimerais vraiment bosser sur un projet un jour où je pourrais vous promettre que tous les bugs vont être corrigés. C'est tout bête, hein, c'est des problèmes de ressources, c'est des problèmes de priorité, c'est des problèmes de temps. Je sais que c'est pas une réponse qui est satisfaisante, mais je vais vous dire un secret, attention. Ouais, mais alors sur Android, je suis pas sûr. J'aimerais bien qu'on embauche. Mais la version actuelle, la dernière version du système, on a des milliers de bugs dedans, et on le sait. Mais bon, on est obligé de. Faut bien comprendre. Et plus, il manque peut-être le fait que, ouais, c'est pris en compte, mais ça arrivera plus tard. En fait, de temps en temps, on est dans le flou complet. Et bon, comme il y a la communauté, on échange tous les astuces. Au final, on finit par trouver l'astuce. Mais de temps en temps aussi. Je sais, et j'aimerais beaucoup pouvoir te parler de nos plans et de nos roadmaps, mais. Vas-y. Crois-moi, c'est aussi très frustrant pour nous. C'est souvent le cas comme ça sur des bugs externes où par exemple, on a déjà corrigé le bug en interne. Les gens continuent à être sur le bug externe en disant mais non, il faut corriger, parce qu'on n'a pas encore fait une release qui a la correction. Et des fois, il y a des releases qui viennent de sortir qui n'ont pas la correction. Alors, c'est vrai qu'il y a ce délai comme ça quand on développe qui n'est pas forcément intuitif à l'extérieur. Mais on a juste beaucoup de bugs à corriger. Et puis en plus, quelquefois, on ne les corrige pas. Ouais. On dirait même qu'à chaque fois qu'on range du code, on range des bugs. C'est vraiment bizarre. On est vraiment nuls. Bon, on fait ce qu'on peut, mais. Il faudrait qu'ils me payent pour que j'arrête d'écrire du code. Mais je pense qu'effectivement, il y a cette notion qui était difficile à faire passer, qu'on essaie d'avancer vite, mais des fois, on n'est pas des dieux non plus. Non, mais on compatit, on en est bien conscient, tout le monde en est bien conscient. Si on pouvait faire mieux, on ferait mieux. Et on essaie d'améliorer les choses petit à petit. On ne vous oublie pas. D'autres questions? Je crois qu'ils ont faim. Mais peut-être on peut encore là. Il faut meubler. Elle va repatienter. Est-ce que tu peux nous donner quelques nombres sur ce que représente Android? Par exemple, je ne sais pas, combien il y a d'ingénieurs chez Google qui travaillent sur Android? Alors, ce que je peux te dire, c'est qu'on est beaucoup plus qu'avant. On est pas autant que je le souhaiterais. Voilà. Malheureusement, c'est une information dont je ne peux pas parler. Est-ce qu'il y a des informations que tu peux nous donner? D'autres chiffres. Je sais pas, qu'est-ce que tu sais. Non, je vais vous dire une chose, je pense que vous seriez. Qu'on n'est pas autant que beaucoup de gens le pensent. Et tu penses que les gens pensent que vous êtes combien? Je viens de donner la réponse, on n'est pas autant que les gens pensent qu'on est. Non, mais il faut se rappeler qu'on fait quand même un système d'exploitation entier avec toutes les applis et tous les outils. C'est pas mal de boulot en fait. Ça nous occupe. J'ai une question. Il y a de plus en plus d'applications, de produits qui sortent avec Android qui ne sont pas des smartphones et tablettes. Là récemment, on a beaucoup parlé en France de. Merci. On a beaucoup parlé en France de la sortie des fameux mobiliers urbains intelligents JC2Co basés sur Android.
Il y a historiquement en France aussi Parrot qui fait l'autoradio Android. Il y a Renault qui a aussi qui va lancer Airlink sur Android. Qu'est-ce que toi tu penses un petit peu de toute cette mouvance un petit peu embarquée en dehors du smartphone et de la tablette? Et est-ce que Google en a conscience? Est-ce que Google veut aider les industriels? Parce que c'est, enfin moi qui développe dans ce domaine-là, qui accompagne ces clients-là, il manque pas mal d'outils. Donc il y a une volonté voilà, des équipes d'Android de bosser là-dessus. Oui, alors déjà ma réaction c'est que ça me fait très très peur parce que il y a mon code dans des voitures, dans des machines à laver. Je l'ai pas vraiment écrit pour ça. Je suis sûr qu'il marche très bien. Non, mais j'adore, parce que tu viens de mentionner du mobilier intelligent ou je sais pas quoi, j'avais aucune idée qu'il y avait des gens qui faisaient ça. Nous, chaque fois qu'il y a un salon d'électronique, on constate avec stupeur ce que les gens font avec Android. Mais c'est génial, c'est pour ça qu'on a sorti Android comme un projet open source, malgré ce qu'on peut dire sur l'aspect open, pas open, blablabla. Le fait est qu'il y a des gens qui font ce genre de choses, qui ont accès aux sources, et aujourd'hui, on constate évidemment qu'Android est une solution qui semble être clé en main, parce qu'il y a tous les outils, on a aussi des langages de programmation qui sont connus par des millions de développeurs à travers le monde, et on voit effectivement que ça a l'air d'être une solution qui plaît, qui marche dans pas mal d'endroits. Alors encore une fois, question de ressources, de priorité, etc. Pour le moment, on ne fait pas grand-chose, par exemple, pour aider les gens à faire des voitures ou des robots qui vont conquérir le monde avec Android. Mais on a lancé, il y a à peu près un an, on a lancé Android at Home. Donc l'idée c'est de formaliser un peu tout ça, de travailler avec l'industrie pour essayer d'avoir au moins des API qui permettront à la machine à laver de discuter avec le réseau, alors que ce soit de la maison ou d'un compte sur Internet, je ne sais pas. Mais l'idée c'est d'essayer de formaliser un peu tout ça. Après la plateforme elle-même, c'est un noyau Linux, c'est le framework Android, c'est le langage Java. Je pense que tout ça, ça marche bien, que c'est des technologies qui sont maîtrisées en plus par les constructeurs, donc ils ont l'air de se débrouiller pas mal sans nous. C'est aussi ce qu'on veut, on veut qu'il y ait des compétences qui soient en dehors de Google. Moi, il n'y a rien qui me plaît plus que quand je vais voir Stack Overflow et que je me sens inutile parce que j'ai aucune toutes les questions, il y a des réponses qui sont très bien. On veut plus de ça. Et c'est valable aussi pour les produits. Il y a Arcos, par exemple, en France, qui fait pas mal d'Android. Ouais, c'est vrai aussi. Voilà. J'ai oublié de les citer parce qu'ils font un réveil. Il y a des gens d'Arcos qui sont là, donc ils font aussi un réveil. Ah oui, un réveil. Alors c'est bien que c'est un réveil matin qui ne réveille pas tous les jours. C'est pas à cause d'Arcos, c'est plutôt à cause de nous. Le problème, d'ailleurs, en parlant de ça, le problème c'est que nous, on utilise, donc là sur mon téléphone, j'ai une version, on a le master tree en fait, d'Android, donc on reçoit des updates tous les jours. Donc on est toujours en train d'utiliser des téléphones qui ne marchent pas. Donc on a une tolérance super élevée pour les bugs. Dans toute la semaine dernière, mon Gmail s'affichait tout blanc. C'est pas très pratique. Comment on branche en HDMI le Nexus sur un téléviseur? Alors comment on branche en HDMI le Nexus sur un téléviseur? Alors je l'ai laissé dans ma chambre d'hôtel, mais il y a un petit adaptateur qui va de l'USB vers HDMI. Samsung en vend un. Alors c'est fantastique parce que c'est toujours micro USB vers HDMI, mais celui de Motorola n'est pas le même que celui de Samsung, parce qu'ils ont économisé un transistor qui ne fait pas marcher avec l'autre format. Mais généralement, ce sont des petits adapteurs qui ne coûtent pas très cher. Si vous avez un Samsung, ça marche bien. Il y a juste un truc, après, je suis là. Juste un truc à préciser sur cet adaptateur, c'est qu'il doit être alimenté. À mon avis, c'est à cause du port qui est MHL, donc c'est une techno qui a besoin d'être auto-alimentée. Voilà, et c'est un gros souci en présentation parce que les câbles ne sont pas très longs, les micro USB. T'as jamais un générateur? Si. Sur scène, c'est toujours super. Oui, non, effectivement, tu fais bien de le préciser parce que celui de la tablette pour la Zoom, par exemple, ouais. C'est du micro HDMI pour le coup, c'est pas du MHL. Moi, ce qui m'embête, c'est parce qu'il a besoin d'être alimenté, je peux pas le brancher à ma télé et brancher une manette Xbox ou PlayStation sur le téléphone et m'en servir comme console de jeu, c'est dommage. Ça marche avec la tablette, par contre. Et sinon, juste pour te relancer sur Android at Home, aujourd'hui, donc ça a été présenté il y a un an au Google I.O. Depuis nos news, j'imagine que c'est un produit qui avance avec les industriels, mais aujourd'hui, tu confirmes qu'il n'y a rien d'accessible à qui n'est pas partenaire de Google sur ce projet. Rien n'a été annoncé, rien n'a été annoncé. Mais pas de nouvelles, bonnes nouvelles. On travaille dur sur Atom. D'accord, très bien. Non, c'est cool. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Romain. La bonne nouvelle, c'est que les publications sont là, mais juste avant, une dernière petite minute où John va vous parler du prochain week-end du MyApp. Merci Alain.
on a faim, donc on va faire vite. On parlait d'Android justement dans les machines à laver, d'Android un peu partout. Là, on va se contenter de parler d'Android dans les voitures et dans les autoradios connectées. Donc il y a des gens de chez Parrot qui sont ici justement. On organise un week-end Be My App. Donc qui connaît Be My App? Ah, c'est cool. On commence à... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on fait des sortes de hackathons, mais on mélange des porteurs d'idées, des designers, des graphistes, des artistes. Le but, c'est de créer des applications en 48 heures chrono. Et là, le prochain week-end, c'est le 11 mai, du 11 au 13, donc. Et c'est dédié à l'astéroïde, donc l'autoradio connectée de Parrot. Donc il y a un SDK que vous pouvez télécharger sur la dev zone de Parrot. Et vous pouvez aller sur notre site, donc bemyapp.com pour vous inscrire. Et coder des applis justement pour inventer des applis un peu délirantes sur Autoradio. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me parler, c'est John Cart sur Twitter. Voilà, merci. Merci à tous et les pizzas sont là.